L'invité de RC Première. Philippe Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Philippe Michel, président de la province Sud et surtout pour nous, aujourd'hui secrétaire général de Calédonie Ensemble. La politique semble apaisée depuis depuis l'élection du président du Congrès, apaisée d'une certaine manière dans le grand loyaliste. Pourquoi la classe politique non indépendantiste, Philippe Michel, serait-elle devenue sage, responsable? Donnez-nous 2 ou 3 raisons d'y croire. D'abord parce que, en ce qui nous concerne, en tout cas à Calédonie Ensemble, cette échéance du renouvellement annuel du Congrès était importante dans la mesure où il nous fallait faire en sorte que la première assemblée délibérante du pays à majorité non indépendantiste soit dirigée par un élu non indépendantiste. À défaut, nos électeurs ne l'auraient pas compris. Et puis la deuxième raison, c'est que en juin à Paris, au comité des signataires, il s'est passé quelque chose que d'aucuns ont qualifié d'historique, puisqu'on est parvenus les uns et les autres à trouver un accord sur la question la plus difficile qui soit, en l'occurrence celle du corps électoral, celle des corps électoraux d'ailleurs, que ce soit celui des provinciales ou celui du futur référendum sur l'avenir institutionnel du pays, et qu'il était essentiel, entre nous non indépendantistes, d'être capables de prolonger cette entente politique qui a permis d'arriver à ce résultat inespéré donc sur la question des corps électoraux. Et donc pour ça, il s'agissait pour Calédonie Ensemble, qui, bien qu'étant le premier parti politique du pays et dirigeant à ce titre déjà le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud, il était important pour nous de permettre à d'autres sensibilités politiques non indépendantistes d'accéder eux aussi aux responsabilités en présidant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi c'est important ? Parce que si tout le monde trouve sa place dans le jeu institutionnel et le partage des responsabilités, tout le monde est enclin à revenir à la table des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et en particulier le Rassemblement, qui, je le rappelle, boycottait systématiquement jusqu'à présent toutes les réunions organisées par l'État sur la sortie de l'accord Nouméa et l'avenir institutionnel, de cette manière, nous semble-t-il, peut revenir à la table des discussions et chacun sait combien c'est essentiel pour l'avenir du pays. Alors on va voir comment cela peut perdurer, comment cela peut continuer. Philippe Michel, notre invité de ce matin, avec comme tous les jours la possibilité pour vous de poser directement vos questions. Le 258 est à votre disposition. Thierry Santa, Rassemblement, qui fait un geste en appelant auprès de lui le président du gouvernement Philippe Germain, Calédonie Ensemble, dans son discours d'investiture. Ça a été remarqué, mais Thierry Santa qui, 5 minutes après, dans son discours, légitime la levée des 2 drapeaux. Ça aussi, ça a été remarqué. Ça veut dire quoi ? Que rien n'a changé dans le rapport politique ? Non, je suppose que ça signifie que Thierry Santa assume politiquement les initiatives prises par Pierre Frogier et notamment celle sur la question des 2 drapeaux. C'est son droit le plus absolu. Voilà. Alors nous ne partageons pas cette option, mais c'est pas interdit aux uns et aux autres de rappeler leur position sur telle ou telle question. Le nouveau président du Congrès, qui est toujours secrétaire général du Rassemblement, c'est un problème pour vous ? Je dirais que ça me concerne pas, ça le concerne lui au premier chef. Mais enfin, j'ai cru comprendre dans ses déclarations qu'il envisageait donc de régler cette situation en remettant son mandat de secrétaire général. Bon, moi je fais pas de commentaire là-dessus, ça relève de l'organisation interne du Rassemblement. Mais c'est pas un problème a priori. Ah non, en soi, il me semble que c'est pas un problème. Les appartenances politiques des uns et des autres sont parfaitement connues de tous, et tant qu'elles n'interfèrent pas
avec les responsabilités institutionnelles occupées par tel ou tel élu, ça me pose pas de problème particulier. Alors, dans son discours, Thierry Santa a fait appel à une meilleure collégialité au gouvernement, plus de choses faites dans son coin pour être ensuite imposées aux autres membres du gouvernement, disait-il. Il y a eu un défaut d'explication. Non, je crois surtout qu'après l'élection de Philippe Germain début avril au gouvernement, certains membres du gouvernement ont adopté une position, une attitude au sein du gouvernement qui n'est pas conforme avec l'esprit de collégialité et de solidarité de ce gouvernement dont je rappelle qu'il est unique. Qu'il est unique dans l'ensemble français, puisque c'est ça, c'est le seul gouvernement proportionnel, collégial et solidaire. Donc, il y a eu un certain nombre d'élus du gouvernement, notamment du Rassemblement et de l'UCF, qui se sont délibérément inscrits dans l'opposition à la présidence du gouvernement et qui se sont servis de l'institution pour critiquer ou contester les décisions du président du gouvernement. Donc c'est ça qui n'est pas normal et c'est ce fonctionnement-là qu'il faut changer pour revenir à un mode de fonctionnement, je le répète, solidaire et collégial. Pour être plus clair, par exemple, Isabelle Chamorro qui va remplacer Sonia Backès, UCF, bien sûr, pour Isabelle Chamorro. Est-ce qu'elle aura plus de problèmes avec ses collaborateurs? C'est enterré, cette histoire? Écoutez, pour autant qu'Isabelle Chamorro ne se serve pas, comme le faisait Sonia Backès avant elle, du gouvernement pour critiquer un certain nombre de choix politiques de la majorité de ce gouvernement, j'imagine effectivement que les choses s'apaiseront. Alors, remarquez dans le discours de Thierry Santa aussi sa volonté d'impliquer le Congrès dans la préparation du prochain comité des signataires, une vraie volonté de plus de démocratie que vous partagez? Je ne sais pas si c'est une question de démocratie, parce que au demeurant, la préparation du comité des signataires n'a jamais été un débat confisqué par telle ou telle enceinte ou cénacle. Je crois simplement que Thierry Santa, au moment où il accède à la présidence du Congrès, a à cœur d'avoir et d'afficher des ambitions pour l'Assemblée. Ça me semble tout à fait louable. Le Congrès est par définition, par excellence, le lieu du débat démocratique en Nouvelle-Calédonie et les questions qui sont soumises au comité des signataires sont extrêmement importantes, chacun le sait. Donc, de ce point de vue-là, que le président du Congrès et les élus du Congrès souhaitent prendre une part plus active à la discussion de ces questions me semble légitime. Alors, l'avenir institutionnel notamment, vous divise aussi entre loyalistes. L'idée d'un troisième accord, comme le souhaite le Rassemblement et Thierry Santa, il en a parlé d'emblée. Vous pensez que discuter entre vous, ça peut faire se rapprocher les points de vue? Alors, Calédonie Ensemble est favorable à ce qu'on appelle un référendum éclairé, autrement dit à l'ouverture de discussions avant la consultation des Calédoniens pour définir peu ou prou ce que pourrait être la Nouvelle-Calédonie de l'après-accord. Et Pierre Frogier, lui, est favorable à un troisième accord, c'est-à-dire la recherche d'une solution permettant d'éviter donc un référendum bête et méchant, si j'ose dire, qui ne réglerait rien. C'est soluble, ces deux idées? Je ne sais pas si c'est soluble, mais en tout cas, c'est pas très éloigné. Ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, ces projets appellent nécessairement l'ouverture de discussions approfondies entre indépendantistes, non indépendantistes et l'État, pour trouver un modus vivendi sur lequel on serait susceptible de se mettre d'accord au lendemain d'un référendum dont le résultat ne fait aucun doute pour qui que ce soit. Donc dans les deux cas, il s'agit de ne pas aller sans préparer l'avenir à une consultation qui opposerait une partie de la Calédonie à l'autre. Dans les deux cas, il s'agit de trouver d'esquisser une solution institutionnelle qui soit satisfaisante pour les uns et pour les autres, qui permette de préserver la paix et le développement économique pour les uns et pour les autres. Voilà. Donc, ça signifie dans les deux cas qu'on est d'accord pour discuter, qu'on souligne la nécessité de discuter. Ce qui, donc, de mon point de vue en tout cas, est une excellente chose parce qu'effectivement, on sait à quel point dans notre pays, l'échange, le dialogue est absolument essentiel pour préserver la paix.
Autre sujet de débat, voire de discorde, en tout cas dans le camp loyaliste, la stratégie minière. Eramet hausse le ton, ne veut pas entendre parler d'un passage de la STCPI à 51% du capital de la SLN. Qu'est-ce que vous répondez à un industriel qui donne tout simplement l'impression de ne pas vouloir se faire spolier? C'est dans son droit de réagir, non? Alors, d'abord, j'observe que le président d'Eramet, M. Buffet, fait des déclarations sans que son conseil d'administration n'ait été amené à se prononcer sur le sujet, ce qui me semble parfaitement abusif. Ensuite, j'observe que la reconstruction de la centrale électrique de la SLN, elle aurait dû être faite depuis 10 ans. Elle aurait dû être faite pour des raisons économiques qui conditionnent la survie même de la SLN en termes d'amélioration de sa compétitivité. Elle aurait dû être faite pour des raisons environnementales et sanitaires, puisque un certain nombre de Calédoniens, notamment ceux des quartiers nord de Nouméa, subissent depuis des années des pollutions atmosphériques qui sont totalement anormales. Et elle aurait dû enfin être faite à un moment où SLN avait parfaitement les moyens financiers de le faire. Donc aujourd'hui, la question de la reconstruction de cette centrale, elle n'a rien à voir avec la question de la détention de la majorité ou pas au capital de la SLN. Puisque Eramet fait un chantage, on le rappelle, en gros. Oui, en gros, c'est effectivement ça. Cela dit, les élus calédoniens qui siègent au conseil d'administration d'Eramet, et je pense en particulier à Philippe Gomez, soumettront cette question clairement à l'attention du prochain conseil d'administration. Mais très clairement, ou alors il faut nous dire que compte tenu de la baisse des cours du nickel ou compte tenu de la pression de certains actionnaires, Eramet a encore une fois l'intention de différer la réalisation de cet investissement. Mais vaut mieux être clair, si tel est le cas. Vous allez laisser choisir la centrale à charbon au moment où la France veut donner l'exemple au monde en matière de réchauffement climatique? Alors, comme vous le savez, sur ce sujet, parce que Calédonie Ensemble avait marqué une opposition et parce que, dans un premier temps, les responsables de la SLN eux-mêmes avaient évoqué l'option d'une centrale au gaz, nous avons demandé et obtenu une expertise de très haut niveau de l'État sur le sujet. Et pour des raisons techniques essentiellement liées aux difficultés d'approvisionnement, ces experts nous disent que la seule option envisageable techniquement et viable économiquement aujourd'hui, c'est celle du charbon. Bon, dont acte. Ensuite, nous allons relancer l'enquête publique sur le sujet. Elle a marché, l'enquête par Internet là que vous aviez lancée pour que justement plus de Calédoniens puissent donner leur avis? Elle a effectivement très bien fonctionné. Cela dit, pour des raisons juridiques, on a été obligé d'interrompre cette enquête en cours. Je peux d'ailleurs annoncer aujourd'hui que l'enquête publique sera relancée de manière officielle à la fin du mois d'août, puisque à ce moment-là, on pourra mettre à l'enquête un dossier complet, y compris comprenant les impacts de la construction de l'usine, ce qui était le sujet manquant dans le dossier mis à l'enquête la première fois. Mais donc, c'est effectivement cette enquête publique qui nous donnera les indications, notamment de la part de la population, des associations environnementales et autres, sur la façon dont il faut traiter ce dossier. Pendant qu'on parle de nickel, deux petits mots tout de même sur une des conséquences, cette histoire de cendre qui est interdite désormais d'accès au centre de Gadji. Désormais, ce sont aussi les sociétés de vidange qui sont concernées puisqu'elles ne peuvent plus elles-mêmes déposer leurs résidus dans ce centre. Il y a visiblement défaut d'explication, peut-être même manque de transparence au niveau environnemental, non? Alors, s'il y a manque de transparence, écoutez, il n'est pas trop tard pour réparer cela. C'est la raison pour laquelle la province Sud, c'est la raison pour laquelle j'installerai personnellement, de manière très officielle, un comité local d'information et de concertation à Païta vendredi après-midi, de sorte à pouvoir livrer toutes les informations sur le suivi et le contrôle de l'installation de Gadji. Il n'a pas traîné, justement, à être mis en place, ce comité local d'information. Il n'était pas dans les textes il y a près de 8 ans, là, quand on a créé Gadji? Alors, de facto, oui, bien sûr qu'il a traîné. Peut-être que si cette instance avait été en place, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que la province Sud, par le passé, j'en parle à l'aise parce que c'était pas sous ma présidence,
a proposé à 2 reprises l'installation de ce comité, en 2012 et en 2013, et que sans réponse, effectivement, les choses se sont pas faites. Bon, quoi qu'il en soit, il faut le faire maintenant parce que vous avez raison, les conséquences sont susceptibles d'être considérables pour le pays. Je rappelle qu'une des 2 tranches de Progny Énergie est déjà à l'arrêt. Je rappelle que si la 2e tranche vient à l'arrêt, à ce moment-là, c'est d'une part la distribution publique qui est affectée et d'autre part l'usine de Goro qui n'a plus d'électricité. Et puis, on commence à mesurer les répercussions en chaîne, au travers notamment des problèmes de résidus de vidange dont vous parlez, des bouts de stations d'épuration. Et il est clair que cette situation ne peut pas continuer comme ça, sans parler du fait que le fait de faire tourner aujourd'hui une tranche de Progny Énergie au fioul plutôt qu'au charbon, ça alourdit considérablement la facture de l'ordre de 300 millions supplémentaires par mois. Qui va payer qui passe, c'est la Nouvelle-Calédonie et le consommateur qui vont payer si cette situation perdure. Le secrétaire général de Calédonie Ensemble et président de la province Sud a été notre invité ce matin. Merci Philippe Michel d'avoir répondu à notre invitation. Merci.